Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, Louis Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. À toutes et à tous, merci de nous retrouver dans ce numéro spécial Entre les lignes. Aujourd'hui, nous sommes avec un serviteur de Dieu, un homme qui est dans une structure caritative, une ONG, avec qui nous allons échanger sur la portée de cette ONG, l'objectif, les missions et pourquoi ils ont décidé de créer cette ONG, quelles sont les missions. On va essayer de comprendre de façon approfondie et peut-être vous aussi à la maison, en nous suivant, vous pourrez trouver un centre de l'intérêt. Et pourquoi pas entrer en contact avec eux parce qu'ils sont, comme je l'ai dit, dans les œuvres caritatives. Je reçois le président de cette ONG, l'ONG Espoir, Fondation Espoir. C'est ça. Fondation Espoir. C'est M. Chris Djunga. Djungo. Oui. M. Chris, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc basé aux États-Unis. C'est ça. Oui. Parlez-nous un peu de la genèse de cette fondation. La genèse de cette fondation, c'est une histoire quand même assez triste, mais encourageante. Nous avons un ministère évangélique qui est basé aux États-Unis, à Saint-Louis, dans le Missouri, plus précisément, qui s'appelle The Way, qui n'a rien à voir. J'entends dire qu'il y a un autre ministère ici au Congo qui s'appelle The Way, mais qui n'a rien à voir avec ce ministère. Okay. C'est un ministère indépendant. Et Dieu nous a convaincus de nous installer à Goma, en RDC, pour prêcher l'évangile là-bas. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu à rencontrer les enfants de la rue et les enfants dans la pauvreté aiguë. Alors on va nous amener un jeune garçon, un petit enfant de 6 ans, atteint de cancer de l'œil. Et cet enfant se nommait Espoir. Wow. Alors avec l'aide de partenaires et certains amis, nous avons pu l'acheminer dans un centre de traitement en Ouganda, où il y a certains médecins américains qui viennent pour traiter de pareils cas. Mais malheureusement, le temps qu'ils aient commencé à traiter son cas, il était tellement avancé. Nous avions de l'espoir qu'on allait sauver la vie de l'enfant, mais le cas était tellement avancé qu'en fin de compte, nous l'avons perdu. Ça nous avait vraiment blessés, ça nous avait choqués. Nous avons fait quelques mois, on n'opérait plus dans ce domaine-là. Mais puis nous avons dit, non, si on laisse, c'est que nous laissons sa mémoire mourir comme ça. Donc maintenant, au lieu d'œuvrer au sein du ministère, de l'Église, nous allons carrément créer une ONG à part, en son honneur, que nous allons nommer la Fondation Espoir, qui va traiter ce genre de cas à chaque fois que nous aurons avoir des cas pareils qui nous seront présentés. Et vous ne croirez pas le nombre de cas qu'on nous présente à l'est de la RDC, des enfants qui souffrent du cancer de l'œil. Et donc c'est comme ça qu'est née cette fondation. Donc notre but, c'est d'essayer d'aider tant bien que nous pouvons, avec les peu de moyens que nous avons par rapport aux partenaires. Et d'ailleurs, il faut souligner que la grande partie de nos partenaires qui nous soutiennent financièrement, ce sont des personnes locales sur place à Goma. Des personnes de bonne volonté qui donnent 5 $, 2 $, 1000 francs. Et c'est comme ça qu'on fait soigner les enfants. Avec les médecins, les hôpitaux qui sont tellement généreux qu'ils acceptent de faire ce travail-là gratuitement. Donc, c'est un peu ça l'histoire de la genèse de la Fondation Espoir et nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. Exactement. Alors, vous avez déjà répondu à une question. Je voulais savoir la source de financement. Oui, la source de financement, elle est, notre grand financement nous provient des partenaires. C'est-à-dire, quand il y a un cas, nous lançons l'SOS et puis les personnes de bonne volonté répondent. Et il y a certains autres partenaires au niveau des États-Unis
qui disent nous avons des fonds qu'on peut allouer à des fins caritatives. Parce que c'est permis au niveau des États-Unis dans le code fiscal, si vous donnez un certain montant, vous pouvez le réclamer par la suite au niveau de l'État. On vous donne quand même des crédits par rapport à ça. Alors, ce qu'ils font, ils demandent que vous fassiez des levées de fonds. Et une fois que vous avez un certain montant, eux, ils peuvent vous donner l'équivalent. Mais s'il n'y a pas une volonté des personnes même concernées, eux non plus ne donnent pas. Donc, les fonds nous proviennent, disons, de la plupart des personnes, même des personnes de bonne volonté dans la communauté. Et souvent, ça nous vient des Congolais ici au Congo et des Congolais dans la diaspora. Ce sont là les gens qui financent cette œuvre caritative. À la fin, nous allons donner votre numéro, peut-être pour ceux qui voudront également mettre la main à la pâte, pourront peut-être certainement vous contacter. Alors, nous avons lu également dans vos documents que vous n'aidez pas simplement les enfants atteints de cancer, mais aussi des enfants de la rue et des femmes prostituées. Oui, c'est ça. Nous avons commencé avec les enfants de la rue, avec les enfants atteints de cancer, mais puis... bon, vous savez, quand vous avez un cœur qui saigne pour la souffrance de la race humaine, et surtout beaucoup plus pour la souffrance du peuple congolais, et plus encore des personnes vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les enfants, vous ne savez pas vous limiter qu'à un seul mode d'intervention. On intervient avec les enfants atteints de cancer, oui, mais puis on s'est rendu compte, par exemple, à Goma, c'est là où nous sommes très actifs, il y a des enfants qui dorment dans la rue. Et puis, quand vous prenez le temps de causer avec eux, de chercher à les connaître, vous vous rendez compte que ces enfants ont des familles dans la ville. Mais soit ils ont fui la maison parce qu'il n'y a pas à manger, ou bien les enfants, on les a chassés de la maison parce que c'était, je ne sais pas moi, l'enfant de tel oncle qui est décédé, qu'on avait pris, mais par après, on ne veut plus de l'enfant. Ou soit, les histoires qu'on entend toujours ici, chez nous, au pays, on chasse l'enfant parce qu'on l'accuse de sorcellerie. Que c'est l'enfant qui est en train d'ensorceler la famille. Alors vous vous retrouvez, l'enfant est à la rue. Ben, nous nous sommes posé la question à savoir, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer notre société, et plus précisément la société à Goma. On s'est rendu compte que le phénomène Kuluna, il existe à Goma aussi. Mais le phénomène Kuluna, si vous suivez bien, ce sont des enfants qui ont commencé comme tout petits dans la rue, qui quand ils grandissent, ils deviennent des bandits. Alors nous nous sommes dit, avec ceux qui sont déjà âgés, il n'y a pas grand chose que nous puissions faire. Mais avec les tout petits, ce que nous faisons, on prend les petits enfants, on repart dans leur famille, on négocie. Si nous les prenons en charge, nous payons leur scolarisation et on vous donne un petit montant pour subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire la nourriture, les frais médicaux s'il faut. Est-ce que vous allez accepter que ces enfants rentrent à la maison? On trouve que les familles étaient prêtes, seulement il n'y avait pas de moyens. Nous avons commencé la première année, on a commencé avec, si je ne me trompe pas, 7 enfants. Mais là où je vous parle, notre deuxième année... C'est votre deuxième année. Ça, c'est notre deuxième année. En 2022. Nous avons commencé en 2021-2022. Là, 2022-2023, nous en sommes, si je ne me trompe pas, 85 enfants que nous avons sortis de la rue, qui sont maintenant dans leur domicile, dans leur foyer, et nous payons les études. Rien qu'à Goma. Rien qu'à Goma. Nous n'œuvrons pas encore en dehors de Goma, nous ne sommes qu'à Goma jusque-là. Donc c'est comme ça que nous avons dit non. Si on enlève tous ces petits-enfants qui sont de l'âge de l'école primaire, de la rue, à la longue, il n'y aura pas d'adultes qui seront Kuluna parce qu'ils seront tous déjà sortis de la rue. Et donc c'est comme ça que nous nous sommes lancés dans les œuvres avec les enfants de la rue. Et pour les femmes prostituées... Bon, mais la limite d'âge pour les enfants de la rue? Première primaire jusqu'en 6e. On ne prend pas au-delà de 6e primaire, donc c'est-à-dire 12 ans. 12-13 ans. Oui, 12-13 ans. Voilà, c'est la limite. Une fois que les enfants sont de l'âge secondaire, nous aidons du mieux que nous pouvons. On prépare des repas mensuels qu'on partage avec les enfants de la rue et tout ça. Ils ont demandé à ce qu'on leur fasse leur propre culte. Ils ont créé leur propre chorale et tout. Ils demandent juste un prédicateur. Et nous, chaque dimanche, on leur donne un prédicateur qui vient prêcher, mais eux-mêmes, ils gèrent tout. Ils font leur culte en plein air. Wow. Oui.
Donc, mais avec eux, il n'y a pas. Nous nous sommes dit, nous allons nous focaliser sur les tout petits, parce que nous visons plus loin, parce que nous voyons que ce serait difficile pour nous de changer les choses maintenant. Nous n'avons pas les moyens qu'il faut. D'accord. Donc, c'est comme ça que nous nous sommes focalisés sur les enfants de 5, 6 à 12 jusqu'à 13 ans. Tout à fait. Oui. Et les femmes prostituées? Les femmes prostituées, c'est un ministère qui nous est venu comme ça par hasard. Dans l'évangélisation, nous œuvrons beaucoup dans l'évangélisation dans la rue. Okay. Et il y a eu des femmes prostituées qui ont eu à entendre le message, qui ont voulu donner leur vie à Christ. Quand elles sont venues, nous les avons accueillies. Il y a celles qui ont voulu faire de la chorale, et voulu chanter à l'église. On a dit d'accord. Et puis il y a eu, vous voyez, quand les gens ont connu un certain mode de vie, il y a toujours des chutes par après. Alors, il y a eu un scénario qui s'est présenté. Certaines de ces femmes, on les a trouvées dans un bar en train de boire. Alors, les autres églises qui viendront dire à notre représentant à Goma, voilà, on a trouvé vos femmes comme ça, vos choristes comme ça, il faut les suspendre. Alors, nous nous sommes mis ensemble, nous avons parlé, nous avons dit non. En fait, si vous voulez, on veut suspendre parce qu'on estime que ce sont des choristes qui sont allés s'enivrer. Mais la réalité est que ce sont des personnes qui étaient ivrognes, qui étaient prostituées, qui cherchent à devenir chrétiennes. Et quand vous regardez dans cette optique-là, il n'y a pas lieu de suspendre, mais plutôt vous évoluez dans des conseils et tout. Et quand elles ont vu ça, les autres qui étaient leurs amis sont venus dire, bon, nous voulons nous joindre à vous, mais si nous abandonnons ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ainsi que nous avons parlé avec des partenaires on nous a donné d'abord dans un premier temps 6 machines à coudre. Et nous avons eu des femmes, heureusement, qui pouvaient encadrer ces jeunes femmes-là. Dans la formation pour faire la coupe et couture. Oui. Et il y a d'autres qui ont préféré faire des petits commerces. Oui. Nous avons demandé à des partenaires qui ont commencé un petit projet de microfinance. Bon, pas des gens que vous remboursez avec intérêt, non, vous remboursez juste ce que vous avez emprunté. Juste pour permettre que la prochaine personne qui viendra, on puisse lui donner aussi quelque chose. Oui. Et c'est comme ça que nous avions lancé à l'époque, dans un premier tour, je pense, 10 femmes. Et sur 10, il n'y a que 2 ou 3 qui ont échoué. Vous voyez un peu, pour dire que la volonté est là. Mais il y a certaines femmes qui se retrouvent dans la prostitution parce qu'elles se disent qu'il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre moyen de se nourrir. Donc beaucoup de prostituées que nous voyons dans notre pays, ce n'est pas parce qu'elles sont des personnes immorales, mais ce sont des personnes qui se sont retrouvées le dos contre le mur, comme dit-on, qui se sont dit, il n'y a pas d'autre issue. Et donc c'est comme ça que nous avons décidé que nous allons nous focaliser spécifiquement sur la population de femmes prostituées. Parce que ce sont des personnes vulnérables dans la plupart des cas. D'accord. Mais est-ce que vous êtes installé, je veux dire, vous avez des bureaux, des représentations à Goma, ou bien vous n'avez pas encore des locaux, vous êtes encore en train de chercher? Oui, c'est une très bonne question, merci. Nous n'avons pas encore des locaux, nous sommes encore dans la recherche. Il faut aussi admettre que les moyens financiers font défaut, mais les partenaires ont fait des promesses, nous sommes encore à la recherche. Et chose drôle, on a cherché à nous créer beaucoup d'ennuis par rapport à ça. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Par qui? Mais on ne va pas citer spécifiquement, mais d'autres ONG et d'autres églises. On est parti nous accuser au niveau de la mairie. Mais ces gens, ils œuvrent, ils sont sans documents. C'est vrai, on a commencé, nous n'avions pas encore des documents ici au pays. Mais là, nous sommes déjà au niveau du ministère. Le F92 est déjà sorti. Nous attendons, nos documents sont en ordre, c'est en train de sortir. Mais comme Dieu combat toujours pour les siens, quand on nous a accusés au niveau de la mairie, nous n'avions même pas de salle. C'est la mairie qui va nous proposer d'utiliser sa propre salle. Donc, si vous nous cherchez à Goma, venez nous chercher à la mairie de Goma. C'est là où nous prions. Fondation Espoir. Fondation Espoir. À la mairie de Goma. À la mairie de Goma. Oui. Alors, en dehors de ça, en dehors de, des enfants de la rue, oui, des femmes prostituées, des enfants atteints de cancer, vous ne prenez encore aucune catégorie pour l'instant? Pour l'instant, non. Seulement dans ces 3 catégories que nous avons. D'accord. Oui. Alors, parlons maintenant de la condition. Quelles sont les conditions pour que les personnes, pour que ceux qui sont dans le besoin, dans ces 3 catégories, puissent vous atteindre? Bon, au fait, il n'y a pas vraiment de
de conditions. Si une personne se trouve dans le besoin, elle peut toujours nous joindre. Et si nous sommes dans la capacité d'aider, nous aidons. Parce qu'il ne faut pas donner de l'espoir aux gens, parce que nous sommes la Fondation Espoir, nous ne pouvons pas donner un faux espoir aux gens. Ouais. Et si nous ne sommes pas en mesure d'aider, parce que sans l'appui des partenaires et sans la bonne volonté des personnes, nous ne sommes pas dans les moyens pour pouvoir intervenir dans les cas de tout le monde. Récemment, il y a un journaliste qui nous a contactés, qui a aussi le même cas d'une jeune fille atteinte de cancer d'œil. On lui a dit comme quoi, non, il y a une fondation, il y a une ONG qui œuvre dans ce domaine, il faut les contacter, le journaliste qui nous contacte. Mais tout ce dont il avait besoin, c'était des orientations. Là, il n'y a pas de problème. Nous avons accès, nous pouvons l'orienter, nous pouvons le mettre en contact avec les amis. En Ouganda, par exemple, à l'hôpital qui se spécialise dans ça, on peut aller traiter. Mais il y a des fois, il y a certains cas qui nous parviennent, on essaie de faire des levées de fonds, et ça ne tient pas. Donc on dit toujours aux gens, si vous êtes dans le besoin, contactez-nous, nous allons faire de notre mieux, mais nous ne promettons rien. Ok. Mais pour ce qui est des enfants de la rue, quand même, il y a des gens qui se sont déjà portés garantes que chaque année, moi, je sponsorise 10 enfants. Chaque année, moi, je vais sponsoriser 20 enfants. Donc, il y a des gens comme ça aux États-Unis qui ont déjà pris cet engagement-là. Donc, de ce côté-là, quand même, nous sommes assez bien. Ça avance. D'accord. Oui. Vous êtes basé à Goma, comme vous l'avez dit. Oui. Alors, Goma, c'est la capitale, le chef-lieu du Nord Kivu. Du Nord Kivu. Alors, vous souhaitez... Quelles sont vos ambitions? Bon, les ambitions, c'est que, à la longue, à travers cette fondation, que nous puissions transformer le quotidien des personnes vulnérables sur l'étendue nationale de la RDC. C'est-à-dire pas seulement à Goma, mais partout en RDC. Et quand je parle de personnes vulnérables, j'entends par là les femmes et les enfants. D'accord. Vous savez, dans notre culture, les hommes, il y a toujours lieu, il y a toujours moyen de se débrouiller. C'est vrai qu'il y a des hommes vulnérables, on n'en disconvient pas. Mais, proprement dit, les femmes et les enfants sont beaucoup plus vulnérables. Donc, notre fondation, sa mission, sa vision, c'est ça. Aider autant que possible les personnes qui se retrouvent dans des situations précaires, partout en RDC. Et donc, nous sommes en train d'étudier, par exemple, comment avoir une présence à Kinshasa et comment avoir une présence peut-être à Lubumbashi. Ah oui. Mais pour l'instant, nous n'œuvrons qu'à Goma. Pour l'instant, vous n'œuvrez qu'à Goma. Alors, au niveau interne, est-ce que vous n'avez pas de... Comment êtes-vous structuré au niveau interne pour que le travail se fasse de façon harmonieuse, qu'il n'y ait pas peut-être de conflit? Oui, vous savez, je dis souvent aux gens, quand vous avez l'opportunité de voyager, il faut le faire. Parce qu'il n'y a pas de meilleur professeur que le voyage. En voyageant, on découvre plusieurs choses, on voit comment les autres vivent, comment les autres sont organisés, et par la grâce de Dieu qui nous a fait grâce, nous avons eu à voyager dans plusieurs continents, plusieurs pays, nous avons vu comment les autres s'organisent, et on a compris qu'il y a certains garde-fous qu'on peut mettre dans l'organigramme d'une organisation, d'une ONG, d'une fondation, de sorte qu'elle puisse fonctionner harmonieusement. Vous vous imaginerez, par exemple, moi je suis président de la Fondation Espoir au niveau des États-Unis. Mais je n'ai aucun droit de prendre une décision sur les choses qui concernent le déroulement, le bon fonctionnement de l'ONG, si ce n'est qu'avec l'aval du conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui me donne mandat. Sans que le conseil d'administration ne dise mot, vous ne pouvez pas agir. Et dans le conseil d'administration, il faut comprendre comment le structurer. Si vous mettez par exemple des administrateurs à un chiffre égal, par exemple 8, vous pouvez vous retrouver dans un impasse. Ils peuvent voter 4 contre 4. Il faut toujours avoir un nombre impair, par exemple. Donc ce sont des petites choses comme ça qu'on arrive à comprendre. On dit, il faut ouvrir la voie à tout le monde qui veut participer et laisser la démocratie régner, et c'est comme ça que vous allez fonctionner. Donc, on a fait la même chose au niveau du Congo. La personne qui est notre représentante, qui est comme la personne qui voit le tout, qui surveille, qui supervise le tout, on l'a dit, non, toi, tu ne peux pas être membre du conseil d'administration. Il faut que d'autres personnes prennent cette responsabilité-là
qu'elles soient minimum à 3, bien à 5. Comme ça, elles vont commencer à prendre ces choses en main. Et on s'est rendu compte d'une chose, les gens qui saignent pour les malheureux, ici au Congo, ce sont les jeunes. Notre conseil d'administration, il y a des jeunes qui sont à l'école secondaire, il y a des jeunes qui sont à l'université, mais je vous dis, dans notre conseil d'administration, dès qu'on leur a donné ce travail, la fondation a explosé. Waouh. Oui, ils ont pris les choses en main, ils ont dit là c'est notre chose. Et ils ne sont pas payés. Et non, ils le font sans salaire. Ils donnent de leur temps, de leur talent, de leur connaissance. Ils ne sont pas payés, pas un seul franc. Et ils continuent de travailler malgré Ils tout. continuent de travailler parce qu'à la fin de la journée, ils voient les résultats de leur travail. Et voir la vie d'une personne transformée, ils disent, pour nous, ça en vaut la peine. Exactement. Il y a moyen d'encourager les gens à faire du bien sans leur donner de l'argent. Il faut leur permettre de voir le fruit de leur labeur. Comment se passe, le travail au niveau des États-Unis et à Goma? Comment vous organisez le travail à ces deux niveaux-là? Oui, au niveau des États-Unis, comme je vous ai dit, nous n'œuvrons pas aux États-Unis. Seulement, nous sommes enregistrés là-bas pour des raisons de certaines protections légales et pour aussi avoir accès à certains financements. Mais tout le travail se fait à Goma. Donc, aux États-Unis, on nous présente le rapport à partir de Goma. Voici les besoins qui se présentent, voici comment nous voulons avancer cette année. Et nous prenons ce rapport-là, on l'étudie. Dans la mesure de financement, nous proposons aussi nos amendements s'il le faut. Non, de notre côté, les réalités sont comme ça. On pense que vous pouvez faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si au niveau de Goma, on accepte, eh bien, nous adoptons. Parce que ce qui est vrai, c'est que nous ne connaissons pas les réalités sur le terrain à Goma. Les gens aux États-Unis ne connaissent pas les réalités de Goma. C'est ça. Alors, quand on va nous présenter, par exemple, la feuille de route programmatique pour le programme pour l'année, nous, on ne va pas s'imposer pour dire non, il faut changer, parce qu'on ne connaît pas les réalités sur le terrain. Ok. Donc, on laisse, à Goma, on propose, et nous, on approuve, ou bien on propose seulement quelques petits amendements, c'est tout. D'accord, pasteur Chris Djungu. Mais quelles sont alors les difficultés que vous avez rencontrées pendant les 2 années d'exercice? Alors, les plus grandes difficultés, je dois vous avouer, c'est au niveau de notre nation. C'est au niveau national. Expliquez-vous. Vous imaginez que quand nous avons commencé, mais même jusqu'à présent, la majeure partie de nos enfants qui ont été soignés ont été soignés en Ouganda. Or, nous avons des centres qui peuvent traiter ça ici au Congo. Au Congo, vous parlez de la République démocratique. De la République démocratique du Congo. À Goma, il y a aussi des centres comme ça. Oui. À Goma, il y a des centres. Ici, à Kinshasa, il y a des centres. Là où je vous parle, il y a un petit garçon du village de Budengaingo, là-bas à Nituri, que nous avons fait soigner à Goma. Malheureusement, ça n'a pas tenu. La masse revient. Nous sommes en train de nous préparer pour le faire venir ici, à Kinshasa. Heureusement, il y a des amis avec leur clinique qui ont bien voulu l'accueillir. Ils disent qu'ils vont le prendre en charge pour dire qu'il y a la capacité de le faire chez nous au Congo. Parce que moi, comme je vous disais tantôt, j'ai fait plusieurs pays dans le monde, mais les médecins et les scientifiques congolais sont respectés partout au monde. C'est vrai? Mais oui. En Afrique du Sud, quand on vous dit qu'on fait des désordres, qu'on veut chasser les Congolais de l'Afrique du Sud, suivez bien les infos. C'est souvent dans les facultés de sciences, parce qu'on dit non, les Congolais, ils viennent, ils sont trop intelligents, et ils vont prendre nos boulots. Mais oui, le Congo, nous sommes connus pour ça. Nous formons des têtes en sciences et en médecine. Mais malheureusement, il n'y a pas cet accompagnement pour des organismes, pour des ONG comme les nôtres. Quand nous avons, après le petit espoir, paix à son âme, nous avons eu 2 autres jeunes filles, Abigail et Hope. Et il y avait des gens qui étaient venus du ministère de la Santé à partir de Kinshasa, qui étaient à Goma, qui ont eu à rencontrer les jeunes filles. Ah, en tout cas, nous allons faire quelque chose, nous allons contacter l'INRB. Mais jusqu'aujourd'hui où je vous parle, ils sont rentrés à Kinshasa. Pas de suite. Pas de suite.
pour dire que nous avons un problème sérieux. Nous nous sommes venus, en fin de compte, nous nous sommes rendus compte que si on fait des investigations scientifiques, on se rendra compte qu'il y a quelque chose qui contribue à ce phénomène de cancer de l'œil dans les enfants à l'est de la RDC. C'est-à-dire que c'est l'endroit où il y a les plus... Oui, c'est l'endroit où c'est concentré. Et il y a énormément de cas. Alors on se pose la question à savoir, comment se fait-il que notre gouvernement, l'INRB, le ministère de la Santé, ne s'intéresse pas? Et c'est là la difficulté que nous avons les 2 dernières années. Manque d'accompagnement, manque d'investissement au niveau national pour chercher à savoir qu'est-ce qui cause ce problème à l'est de la RDC. Ce sont les questions que vous vous posez. Vous voulez vraiment comprendre pourquoi les enfants atteints de cancer sont plus concentrés à Goma ou dans le Nord Kivu. Ou dans le Nord Kivu. D'accord. Que l'on cherche à savoir. Vous cherchez à savoir. Vous avez dit que les médecins congolais sont vraiment qualifiés par rapport à d'autres médecins. Et même à Goma ou au Nord Kivu, il y a ces médecins-là qui peuvent soigner bien ces enfants. Mais pourquoi vous allez en Ouganda? Parce que nos médecins, très souvent, ils n'ont pas le matériel qu'il faut. Parce qu'il faut certains scanners, par exemple, pour scanner le cerveau, pour savoir jusqu'à quel point le cancer se métastasé, tout ça. Et ils n'ont pas tout ça. Alors, pour avoir ça, il y a la clinique, par exemple, en Ouganda, qui travaille avec les Américains, qui a reçu tous ces instruments-là. Et il faut aller là-bas pour faire ce travail-là. Or, il y a moyen de faire venir tout ça en RDC. Surtout avec le partenariat, maintenant que notre gouvernement, avec le gouvernement américain, il y a moyen de faire tout ça. Mais on se demande pourquoi ça ne se fait pas. C'est une question qu'il faut poser. Ça tarde. Ah oui. Est-ce que vous avez toqué les portes je dirais, du gouvernement provincial, du gouvernement national? Est-ce que vous avez toqué les portes pour qu'on puisse vous soutenir? Nous avons toqué là où il faut toquer. Mais il faut admettre que comme nous ne sommes personne, ben on n'ouvre pas la porte à une personne qui n'est pas importante. Vous connaissez l'adage de Jésus qui s'est présenté à la maison du pasteur, qui attendait que Jésus lui rende visite à 12 heures. Jésus s'est présenté en forme d'enfant, en forme de mendiant, en forme d'un passager. Le pasteur a chassé la personne. Après, Jésus lui disait, mais je suis venu chez toi, tu ne m'as pas accueilli. On ne sait jamais. Qui sait, peut-être que nos enfants qui viennent toquer à la porte, c'est Jésus, mais on ne veut pas nous recevoir. Ben, comment on fait? Nous avons toqué aux portes du gouvernement provincial, du ministère de la Santé, l'INRB, mais sans réaction. Est-ce que vous avez écrit? Vous avez fait le travail de suivi, parce que ça ne suffit pas d'écrire, ça. Oui, mais ça ne suffit pas d'écrire, mais on a échangé voix vive avec les gens. C'est parce que notre représentant au niveau de Goma n'est pas là présentement. Il pourrait vous donner les noms avec qui il a échangé. Et moi, personnellement, j'ai échangé avec l'UNICEF. J'ai échangé avec une organisation aux États-Unis, Saint-Jude. Mais ils ne répondent pas parce qu'il y a d'autres voies par lesquelles ils travaillent. Et comme nous ne sommes pas passés par ces voies-là, on ne sait pas nous répondre. Alors, pour ne pas trop dire. Alors, Goma, Nord Kivu, c'est une région qui est en proie à l'insécurité, des groupes armés. Est-ce que vous vous sentez aussi touché par cette insécurité? Non. Non, pas vraiment. Vous savez, l'insécurité, c'est vrai, elle est réelle. Elle existe. Mais pour dire la vérité, Goma a très souvent été épargné. Goma a très souvent été épargné parce que la réalité est que les minéraux que cherchent ces gens-là ne se trouvent pas à Goma. Alors ils préfèrent rester là où il y a les minéraux parce que, disons la vérité, c'est pour ça qu'il y a l'insécurité à l'Est. C'est parce que tout le monde, et quand je dis tout le monde, je dis le monde entier, fait la chasse aux minéraux congolais. Mais à Goma, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a même pas d'animosité entre Congolais et Rwandais. Si je vous disais que Goma et Gisenyi, c'est pratiquement la même ville. On passe d'un côté à l'autre à tout moment. Mais oui. Ce sont des villes très voisines. Hein? Ce sont des... Bon, disons voisines parce qu'il le faut, mais c'est la même ville. Nous vivons ensemble. Les Gomatraciens vivent à Gisenyi, les gens de Gisenyi vivent à Goma. Étudier, vice-versa. C'est la même... Donc c'est comme ça. Vous traversez la frontière le matin, vous travaillez d'un côté, vous allez dormir de l'autre la nuit. Donc il n'y a pas de différence. On ne sait pas faire de différence qui est d'où, qui est qui. Non, on ne sait pas faire de différence.
Donc quand on vous parle de problèmes, non, à Goma, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout Il n'y a ça. pas tout ça. Non. Alors, pasteur, on est en train de, comment dire, d'évoluer, de descendre. On est en train de parler également de votre structuration interne, des problèmes. Vous avez aussi une assemblée annuelle. Il y a une assemblée annuelle, bon, deux au assemblées. niveau des États-Unis et au niveau de Goma. Mais au niveau de Goma, pour l'instant, ce n'est que le conseil d'administration. Nous avons remarqué une chose. Il y a une certaine lenteur dans certaines structures parce qu'il y a trop de corps dans la structure. Vous avez les administrateurs, vous avez le bureau, vous avez l'assemblée générale et tout ça. Ce qui fait que ça prend beaucoup de temps pour prendre des décisions. Nous avons décidé que nous allons nous limiter rien qu'au conseil d'administration. Le conseil d'administration s'est réuni en début d'année, prend des décisions, l'indique au bureau, nous allons travailler comme ça, on avance. Au milieu de l'année, on fait l'évaluation. À la fin de l'année, on fait encore l'évaluation, on fait les projections pour l'année prochaine. Et nous travaillons de la même façon au niveau des États-Unis. Pour réduire un peu la bureaucratie, là, ça ne nous aide à rien. Alors, un message, on est en train de chuter. Oui. Oui. Un message aux autorités qui vous suivent, peut-être aux partenaires que vous souhaiterez contacter aussi. Le message est tout simplement celui-ci, surtout que ce soit en RDC ou aux États-Unis, où on dit ce sont des pays chrétiens. La Bible est claire, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur sont semblables. Et notre ONG cherche à aider les petits-enfants, en même temps les femmes aussi vulnérables. Donc en tant qu'autorité, je dis que les autorités ont la responsabilité morale, mais aussi étatique, de prendre soin des vulnérables. Donc si je peux lancer un message, même si ce n'est pas au travers de la Fondation Espoir, qu'on ne néglige pas les cas des enfants atteints du cancer de l'œil, qu'on ne néglige pas le cas des enfants dans la rue, qu'on ne néglige pas des cas des femmes qui pensent que la prostitution c'est leur seule solution pour subvenir à leurs besoins. Parce que nombreuses d'entre elles, elles ne veulent pas ça comme vie, mais elles s'y retrouvent contraintes. Donc je prie aux autorités de se pencher sur la question sociale. Et cela se fait en permettant par exemple aux familles d'avoir les moyens. Si aujourd'hui en RDC on décidait, on va se focaliser rien que dans l'infrastructure. Rien que dans l'infrastructure. Rien que dans l'infrastructure. On met les routes, chemins de fer, aéroports. Il n'y aura pas la faim au Congo parce qu'il y a la nourriture qui pourrit dans nos villages parce qu'il n'y a pas moyen de faire la desserte agricole sortie des villages amenée dans nos villes. Mais s'il y a les routes, les chemins de fer, les aéroports, la nourriture commence à arriver, les prix descendent. S'il y a le courant, ben, tout le monde maintenant peut avoir accès à l'Internet, par exemple. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, vous avez accès à l'information. S'il y a l'eau à la maison, on diminue les cas des maladies, on diminue beaucoup de choses dans nos communautés. Et avec ça, beaucoup de gens pourront monter des structures, genre des petites et moyennes entreprises. On n'a pas besoin de donner l'argent aux gens. Donnez les infrastructures aux gens et permettez-les de se relever. Nous avons trop de chômeurs au Congo, des jeunes. À quoi bon finir les études si on ne va pas avoir le travail? Mais mettez les infrastructures en place, vous verrez que les jeunes sauront se donner eux-mêmes du travail. D'accord. Donc c'est un peu ça ma demande. Merci beaucoup, pasteur Chris Djungu. Vous êtes président de la Fondation Espoir. Espoir. Pasteur, comment on fait pour vous joindre? La manière la plus rapide, tapez Fondation Espoir sur Facebook. Fondation Espoir sur Facebook. Et là, vous aurez tous nos contacts. Vous pouvez nous contacter directement sur Facebook. Vous aurez nos numéros de téléphone là-bas. Vous aurez un peu une idée de ce que nous faisons. Et si vous êtes à Goma, passez à la mairie et demandez après nous, la Fondation Espoir ou bien le ministère de Way. Nous œuvrons ensemble et on pourra vous indiquer. Merci beaucoup, pasteur.
Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. Vous l'avez compris, le pasteur Chris Djungu est en train d'œuvrer pour le bien-être des personnes démunies, des femmes démunies et des enfants qui sont atteints du cancer de l'œil et même aussi des enfants de la rue. Vous êtes basé à Goma pour le moment. Vous êtes basé à Goma. Vous qui nous suivez départ Goma, allez sur Facebook, comme il a dit, tapez Fondation Espoir. Vous aurez toutes les informations qui peuvent vous permettre de les joindre. Soit allez à la mairie de Goma, demander Fondation Espoir. Ou le ministère The Way. The Way. Alors, mesdames et messieurs, merci. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigeni, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.